Alors pour la recette, il me faut un cajot de bois récupéré chez le primeur du coin, une petite assiette blanche légèrement décorée, une bouteille choisie pour son aspect et sa couleur mordorée, un verre basique avec une petite décoration ciselée dans le style art déco, un second cajot pour le coup avec une sélection de pommes variées pour leur forme et leur couleur qui vont être la base de cette vie silencieuse que je me propose de réaliser. Pourquoi les pommes? Parce que les pommes c'est de saison en ce moment, et puis que c'est quand même un ingrédient qu'on retrouve assez souvent dans l'histoire de la peinture, que ce soit depuis Adam et Ève, ou en passant par les Beatles, un président de la République qui voulait nous en faire manger matin, midi et soir, la marque Apple, et pour finir, je ferai normalement allusion à un peintre de l'histoire de la peinture, mais ça reste encore pour l'instant l'ingrédient surprise. Nature morte pour les Français, Still Life pour les Anglais. Personnellement, je préfère l'appellation vie silencieuse. Dans les trois cas de figure, ça nécessite de penser et d'élaborer une création. Alors, aux Béotiens qui pensent que improviser une nature morte avec trois objets posés sur une planche, c'est une création, je répondrai par c'est une œuvre d'esprit et je le prouve. Esprit, es-tu là? Oui. Donc l'esprit et moi, nous avons concocté quelques petits croquis sur lesquels nous avons couché nos intentions artistiques. Je vais donc vous présenter le théâtre des opérations, sur lequel j'ai un fond recouvert d'un petit tissu et d'une planche symbolisant une table ou une commode. C'est pratique. Une commode, c'est pratique. À partir de là, nous allons disposer donc de façon organisée, de façon logique, de façon harmonieuse, des éléments qui ont des rapports les uns avec les autres de par leur forme, leur couleur, leur symbolique. Il demeure une zone importante du tableau qui n'a pas encore été absolument aboutie. La solution n'est pas encore totalement définitive. J'ai plusieurs possibilités pour transformer sur cette zone ma nature morte en une nature de vie silencieuse. Bien, ne rêvez pas, je ne suis pas là pour vous faire une démonstration de maniement de bâton pour majorette attardée. Je suis là pour tenter de vous expliquer la procédure que je vais entamer. Alors sur un support spécialement étudié pour le pastel, qui est du pastel mat, je vais avoir à faire un dessin. Alors le dessin, c'est fondamental, c'est la base, c'est la structure, c'est la fondation de votre travail. Sans cela, ça va être un petit peu compliqué pour la suite du pastel. J'ai fait un certain nombre de constatations, il faut prendre des proportions pour essayer de mettre votre dessin de telle sorte qu'il tienne dans la page et que ça ne déborde pas. Donc en fait, il faut que je fasse rentrer ça là. Alors, première constatation, essayez de délimiter le bord gauche, le bord droit, et ensuite de trouver le milieu de votre nature morte. Pour le coup, ça se situe juste ici. C'est pour ça que j'avais besoin d'un bâton de majorette. Là. Ensuite, j'essaierai de trouver quelle est la proportion de la hauteur de ma nature morte par rapport à sa largeur. Et ainsi de suite, par recoupement, par mesure, je vais définir un certain nombre de points, comme un géomètre, qui vont me donner des surfaces. En fait, il faut diviser pour régner. Donc plus j'aurai de points de repère, plus ce sera facile pour moi de pouvoir construire ce dessin. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas une partie dans laquelle on fait un dessin artistique. On n'est pas là pour faire du dessin d'expression sur cette étape, on est là pour faire un travail sur lequel on va pouvoir être solide, structuré. Alors mes outils, des fusains de la marque Nitram, comme par hasard en verlan ça veut dire Martin, c'est plutôt une bonne chose. Et puis un porte-mine dans lequel je glisse des sanguines assez sombres, voire de la pierre noire. Alors petite piqûre de rappel pour ceux qui ne savent pas prendre des proportions. Il vous faut un manche de pinceau, fait tout à fait l'affaire. Et ensuite un salut dessin. Vous prenez vos trois doigts, vous placez verticalement le pinceau, vous mettez le pouce sur le haut et le petit doigt bien
casser. Hein, pas comme ça, pour être sûr d'avoir le pinceau de façon verticale. Ensuite, vous tendez le bras de façon à avoir toujours la même distance de comparaison. Vous fermez un œil. Alors, ceux qui n'arrivent pas à fermer un œil correctement, vous mettez un petit sticker, ça fait l'affaire. Et ensuite, vous allez, avec le pouce, sous cette forme-là, vous servir de curseur pour venir prendre des mesures et comparer en reportant dans la hauteur et la largeur des comparaisons de mesures. Attention, ne confondons pas des mesures centimètres, du style 2 cm là qu'on reporterait 2 cm là, là c'est complètement faux. C'est une proportion, c'est-à-dire 1,5 fois dans la hauteur, vous pouvez reporter 1,5 fois sur votre dessin. C'est une proportion. Deuxième petit, alors vous pouvez vous en servir comme un sticker, maintenant pour vous en rappeler. Deuxième petit conseil, il est toujours assez difficile de vous rendre compte de quelle est l'inclinaison ou la direction d'une oblique. Alors, vous confectionnez avec 2 petits morceaux de carton et une attache parisienne ou une pince à dessin, quelque chose qui s'articule comme ceci. Il suffit ensuite de venir mesurer l'angle sur le modèle réel, sans rien changer, sans rien modifier. Vous venez ensuite le reporter exactement sur votre dessin. Voilà, ces 2 petits conseils, ça devrait vous suffire. Bon, j'enlève le post-it, hein, il est devenu inutile. Alors la mise en lumière est indispensable pour obtenir un effet de clair-obscur. Moi j'ai opté pour un éclairage zénithal légèrement décentré afin d'obtenir une concentration de lumière sur cette zone qui sera vraisemblablement mon centre d'intérêt. Ah, je suis désolé, pardon, excusez-moi, mais l'atelier n'est pas suffisamment chauffé ce matin. C'est une production cinématographique à petit budget, donc limité dans le chauffage électrique, limité aussi dans le raccord maquillage, le raccord vestimentaire. D'une scène à l'autre, c'est pas tellement cohérent. Par contre, ce qui peut être cohérent, c'est le fait que nous allons étudier une seconde phase qui, lui, n'est pas dans le côté art et essai, mais qui va permettre de passer à une phase de valeur. Alors la valeur, vous savez elle n'attend pas le nombre des années, mais pour le coup, il est important de dissocier l'étape valeur de l'étape couleur. Alors cette étape, outre le fait de répartir les ombres et les lumières avec des gris, des noirs et des blancs, ça me permet aussi de prendre une certaine distance par rapport au modèle. C'est une étape dans laquelle il est nécessaire d'interpréter, c'est un filtre, tout bêtement, et ça le permet aussi de trouver ou de rechercher un aspect d'expression plus dramatique. Bon, il est indéniable que la photo ou le film noir et blanc d'avant, style Dracula, M. le Maudit, Potemkin, d'Eisenstein, les photos de Cartier-Bresson, n'avaient pas besoin de la couleur pour avoir ce potentiel très important d'expressivité. La couleur, c'est bien, mais ça vient après. D'abord les valeurs, et ensuite on pourra se concentrer sur l'aspect harmonieux de la couleur, qui apportera, elle, à son tour, d'autres choses. Petite précision, il ne s'agit pas de faire un tableau abouti en noir et blanc. Hein. C'est une phase dans laquelle on formalise des intentions, et de toute façon, ce serait ridicule et dangereux de poursuivre plus en avant, au risque de saturer le support qui ne permettrait plus une accroche correcte du pastel. Alors moi j'utilise un système de hachure et contre-hachure. Lorsque je veux donner un ton foncé, je resserre les hachures. Si je veux donner un ton moyen, je les espace. Et le principe, aussi bien avec les valeurs foncées que les valeurs très claires. Lorsque je veux donner une surface peu éclairée, un peu plus éclairée, plus en lumière, et forcément comme ça. Alors ça peut aussi s'effectuer avec ce genre de hachure, mis un peu dans tous les sens, si on a envie d'avoir un effet un peu plus graphique et plus dynamique. D'accord ?
Alors voilà, ma composition a pris sa forme définitive, hein. J'ai choisi l'option d'une pomme croquée. C'est une petite note d'humour. C'est devenu une nature morte silencieuse par rapport aux autres solutions parce que l'on instille une présence humaine, donner la sensation qu'il y a eu quelqu'un qui était présent avant de suspendre le temps. Pour la petite anecdote, on peut supposer que la personne était en train de prendre une pomme du cajot, croquer dedans tout en s'enfilant un verre de cidre. Lorsque le téléphone ou la sonnette de la porte a retenti, il a tout posé, il est parti pour ouvrir. Voilà, et on laisse cet instant suspendu. Alors, j'aime raconter des histoires dans mes vies silencieuses et j'affectionne particulièrement la possibilité d'introduire une seconde lecture. Pour le cas présent, j'avais parlé d'un petit ingrédient surprise en début de film. Là, c'est peut-être un peu éventé maintenant, mais j'aime donner un petit clin d'œil à un artiste que j'aime particulièrement, en l'occurrence Magritte, qui est le père du surréalisme, c'est un peintre belge. Et les éléments de sa peinture caractéristiques au niveau visuel, c'est souvent des personnages avec un chapeau melon, des nuages et bien sûr des pommes. Vie silencieuse en 4 actes. 2 actes. L'acte 1, le dessin. Acte 2, les valeurs. L'acte 3, souvent ignoré, revêt une importance particulière. C'est l'étape dans laquelle nous allons choisir une gamme de couleurs et une harmonie pour faire la peinture de cette vie silencieuse. Alors je vais à cette phase sélectionner physiquement les couleurs qui me sont nécessaires pour réaliser cette vie silencieuse. Le danger, c'est de vouloir en sélectionner trop. Essayons d'avoir juste un nombre de couleurs suffisantes pour pouvoir travailler et créer une harmonie qui soit équilibrée. Physiquement, ça doit se faire avant de commencer. C'est pas je vais faire un petit coin, j'irai rechercher après dans mon stock quelque chose qui me sera nécessaire. C'est d'analyser son sujet et de faire parallèlement sur une bande un choix, un test de couleurs en sélectionnant les couleurs par zone et par élément et en les mettant physiquement de côté. Une fois que ça se sera fait, je ne vais plus du tout aller chercher dans ma boîte originelle des couleurs, hormis cas exceptionnels. Sur des chutes de papier, je teste les différentes couleurs nécessaires. Alors après analyse du sujet, 26 teintes devraient normalement être suffisants pour réaliser cette vie silencieuse. Alors comme un chirurgien, je suis prêt à faire mon opération. J'ai disposé mes outils sur la table de travail. Il n'y a plus qu'à passer à l'action en commençant maintenant par tout ce qui va être les grandes surfaces et les zones foncées. Alors, avant de toucher le fond, il faut commencer par en faire un. Donc j'attaque la surface la plus importante. De toute façon, c'est toujours le fond qu'il faut faire en priorité puisqu'il est plus facile de déterminer des couleurs qui vont venir ensuite se mettre en évidence sur un fond déjà défini que l'inverse. Alors je procède par superposition de couleurs plus foncées, plus claires, sous forme de frottis. Donc le mélange s'effectue directement sur le support, sans estompe. Ça c'est un petit peu la problématique la plus importante chez les pastellistes, c'est estomper ou ne pas estomper. Les grands aplats sont posés. Techniquement, j'évite l'estompe. C'est une technique habituelle du pastelliste, mais qui a tendance à amollir les formes. Je réserve cette technicité uniquement dans les verres ou dans les bouteilles pour avoir un aspect très lisse. Pour le reste, pour les cajots, les tissus, il vaut mieux travailler par superposition. On fait des mélanges directement sur le support. Ça doit rester de la peinture, et de la peinture, il y a forcément des touches, des traces.
Contrairement aux peintres qui ont donc des couleurs sur une palette pour les mélanges, le pastelliste, il n'a pas le choix, il doit faire ses mélanges directement sur son support. Il le fait par superposition de teintes et en revenant délicatement, sans pression, on essaye de faire des passages de teintes les unes avec les autres. Et surtout pas d'estompage. Autre petite astuce technique, si vous avez l'intention d'abaisser une couleur, c'est pas toujours évident. En peinture, il suffit un petit peu de mélanger avec de la complémentaire. Là, on n'a pas cette possibilité. Moi, je prends des fusains. Et avec le fusain, je viens déposer délicatement une couche de façon à atténuer la teinte. Le tableau est bien avancé, le fond on n'en parle plus, les cajots sont réalisés, le plan de table, la totalité des pommes ont été faites. Régulièrement je fais des pauses. Pourquoi des pauses? Parce qu'il est absolument nécessaire de regarder son travail avec un œil un petit peu plus reposé, un œil neuf. Alors il y a plusieurs méthodes, plusieurs possibilités. Personnellement, il y a une que j'affectionne particulièrement, qui est une technique issue des lissiers faisant des tapisseries. C'est regarder son travail dans une glace. Alors pour juger de mon travail, j'ai placé dans mon dos un miroir sur le mur opposé qui me permet donc de regarder mon dessin sous un angle inhabituel qui me permet d'apprécier plus facilement les défauts. Voilà, c'est terminé. Je suis parvenu au bout de ma vie silencieuse. Un petit fixage très léger, à poser sa signature, et puis trouver un titre. Et à ceux qui pensent que la peinture nourrit pas son homme, j'en rêvais avec depuis le début.